Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je m'étais absentée la semaine dernière et du coup, comme à chaque fois quand je reviens, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé alors qu'en vrai ça fait qu'une semaine. Mais voilà, bref, j'ai plein de choses que j'ai envie de vous partager cette semaine au niveau des podcasts. Hier, vous avez pu entendre justement mon partage que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Margot sur la souveraineté et la responsabilité. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à l'entendre parce que c'est un partage où on a parlé pendant 1 heure et où vraiment on balaye plein de notions hyper importantes, en tout cas qui nous tiennent énormément à cœur et je serais ravie justement d'avoir vos retours par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour 2 raisons. Déjà parce que c'est quelque chose en tant que femme qui me met hors de moi et aussi de par mon métier, j'accompagne énormément de personnes qui ont été victimes d'abus, d'harcèlement, d'agressions sexuelles et du coup ça me paraissait important de refaire un épisode à ce sujet. Tout simplement pour arrêter de détourner les regards de ce qui se passe ou arrêter de vouloir faire l'autruche. Parce qu'en fait, ce que je me rends compte généralement, c'est que la plupart des personnes avec qui j'en parle vont pas nier que ça existe, mais vont préférer rester dans un monde de bisounours en mode voilà, on sait que c'est là, mais on n'en parle pas, un peu comme Voldemort, tu vois, un peu en mode on préfère faire l'autruche parce que c'est plus facile de se dire que ça n'existe pas plutôt que d'ouvrir les yeux et de voir toutes les atrocités qui se passent dans notre monde. Et du coup, ce qui est compréhensible, c'est une manière de se protéger, mais en fait, c'est à chaque fois qu'on fait l'autruche, on ne permet pas aux choses de changer. Comme j'aime bien dire, et c'est vraiment ce qui est le plus important dans le chakra de la gorge, nommer, c'est faire exister. Et c'est en nommant les choses, c'est en mettant des mots sur les choses, c'est en mettant des mots sur ce qui se passe dans la société, sur ce qu'on a vu ou sur ce qu'on vit ou sur ce qu'on a vécu ou sur quelqu'un de notre entourage a vécu. C'est en mettant ces mots-là qu'on permet de faire exister ces choses-là et c'est en permettant de faire exister ces choses en les nommant qu'on peut les apaiser, qu'on peut les transformer, qu'on peut tout simplement faire en sorte que les choses changent. On ne peut pas faire en sorte que quelque chose soit guéri ou que quelque chose change si on ne met pas de mots là-dessus. Ce qui en vrai est logique, alors je vais faire une comparaison totalement triviale, mais imaginons qu'on parle d'un plat, tu peux pas savoir si ton plat il va être trop sucré ou trop salé, ou si justement il va être dégueulasse et qu'il faut que tu changes la mayonnaise, on va dire, entre tous les ingrédients, si déjà tu ne goûtes pas ton plat, et encore moins si tu le vois, et encore moins si tu le conscientises, tu vois, c'est logique. Si tu veux faire en sorte que ce plat soit beaucoup moins indigeste, que ce plat ait un goût peut-être plus acceptable et un goût peut-être plus doux, il faut d'abord avoir pris conscience que ce plat était là. Et en fait, c'est le même principe pour toutes ces choses, ces atrocités qui sont dans notre monde, qui sont là, mais qu'on préfère faire l'autruche, on préfère ne pas voir le plat, et en se disant, oui, le plat pue et est vraiment désagréable, mais je préfère pas le regarder, plutôt que de se dire, ok, le plat est là, qu'est-ce qu'on fait pour le changer? Et c'est ça, pour moi, qui est important, je dirais que c'est de vous amener à sortir du silence par rapport à ça, du silence
de voir et du silence de parler. Parce que il y a beaucoup de personnes du coup autour de nous, même nous-mêmes, ou bref, des personnes qui ont vécu ce genre de choses, qui tout simplement n'osent pas aussi en parler, parce qu'ils vont vivre ça dans le silence, en se disant justement que c'est quelque chose qui est honteux, que ce n'est pas si grave, en se disant ok bah voilà, allez c'est tout, on passe à autre chose, c'est fini, et on va minimiser nos blessures. Soit ces blessures vont être minimisées par notre entourage, soit ces blessures vont être même minimisées par nous-mêmes. Donc c'est hyper important pour moi de vous parler de ça aujourd'hui et de lever ce voile, parce qu'on ne peut pas changer quelque chose, on ne peut pas amener de la lumière sur quelque chose qu'on décide de ne pas voir, et c'est en mettant de la conscience, en osant ouvrir les yeux, qu'on peut mettre de l'action dans quelque chose et qu'on peut transformer les choses. Voilà, il y a vraiment cette phrase qui dit que justement le mal existe par l'inaction des gens de bien, et c'est exactement ça. Et en fait le fait de fermer les yeux sur ces agressions, sur ces harcèlements, sur ces abus sexuels, en fait ça fait en sorte que ça existe toujours, parce que du coup on ferme les yeux là-dessus parce que c'est trop douloureux pour nous. Sauf que ça a un impact, c'est que aujourd'hui sur les personnes qui sont victimes de ça, et je vais parler des femmes mais il y a aussi énormément d'hommes, et en fait ces personnes-là vont se sentir encore plus coupables, encore plus honteuses, encore plus salies, encore plus détruites, sans jamais avoir vraiment l'impression d'avoir l'espace et d'avoir en fait quelque part l'autorisation de dire ce qu'elles ont vécu. Et en fait on est dans une société où justement il y a beaucoup de culpabilité qui est renvoyée à la victime, et ça c'est quelque chose moi que je me rends compte dans mes accompagnements, c'est que la plupart des personnes qui ont été victimes de ce genre d'agression culpabilise énormément, parce que on est dans une société qui va minimiser, il faut que j'arrête de dire ce mot à chaque fois il me fait bugger, minimiser les violences, les humiliations, les agressions qu'on peut subir. Et c'est important de déjà ouvrir les yeux aussi là-dessus pour permettre aux victimes de reprendre leur place, de reprendre leur dignité, et de permettre aussi aux victimes de laisser entendre leur voix, parce qu'on va nous-mêmes entendre leur voix. Donc c'est vraiment important de ouvrir les consciences là-dessus, de ouvrir, je dirais, la parole dessus, pour permettre aux personnes de sortir du silence, et pour justement sortir de cette culpabilité en disant à ces personnes: non, ce que tu as vécu ce n'est pas normal, non, tu n'es pas coupable de ce que tu as vécu, oui, tu as le droit de verbaliser, oui, tu as le droit d'en parler, oui, tu as le droit de vouloir transformer ça et de vouloir guérir, et non, ce n'était pas de ta faute. Il y a beaucoup de personnes en effet déjà qui ont, quand on est victime de ce genre de choses, on a déjà de base du mal à, en effet, nous en tant que victime, à mettre un mot dessus et à vraiment verbaliser ce qui s'est passé. Et là, même au-delà de tout ce qui va être agression physique et sexuelle, même tout ce qui va être, je dirais, agression émotionnelle et mentale. Je pense par exemple à tout ce qui va être relation toxique, à tout ce qui va être manipulation, à tout ce qui va être domination, outre physique mais aussi mentale. Il va avoir une réelle douleur aussi dans ces cas-là à nommer ce qui s'est passé, parce que il y a vraiment cette impression déjà de... souvent ce qui revient c'est cette sorte de trahison, de s'être fait berner et de pas avoir su se protéger soi-même, donc il y a une sorte de honte par rapport à ça, et il y a aussi une sorte de conscientisation que finalement quand on était dans une relation comme ça, finalement il n'y avait pas d'amour, et que peut-être en effet la personne en face finalement n'éprouvait aucun amour, et que du coup pour la personne en face qui elle a eu des sentiments et qui a été emprisonnée dans cette relation, c'est aussi très douloureux de se rendre compte qu'à la fois elle a été salie, qu'à la fois elle a été humiliée, et qu'en plus c'était par une personne qui n'avait pas d'amour. Donc c'est très compliqué pour la personne de mettre des mots là-dessus, que ce soit si elle a été victime d'une agression sexuelle ou si elle a été dans une relation de type toxique, et c'est pour ça que c'est important justement d'ouvrir les consciences là-dessus et d'enlever la culpabilité, parce que il y a vraiment ce poids qu'on a sur nous quand on est une sorte de victime dans ces sortes de relations et d'interférence là, c'est qu'on a cette sensation justement que c'est notre faute. Et pourquoi est-ce qu'on a cette sensation qu'on est fautif et que tout part de nous? C'est notamment dû, je dirais, avec
validation de grandir avec cette honte et cette culpabilité sur les épaules. Et là je parlais en tant que femme parce que c'est ce que j'ai vécu, qu'on retrouve notamment au niveau de l'adolescence. Je suis tombée sur un post Instagram hier. Alors malheureusement comme ça de tête, je vais essayer de le retrouver pendant que je vous parle pour vous citer quand même le compte, d'une personne qui a fait un post où je me suis dit mais ça parle. Enfin, ça illustre totalement ce que je veux dire, mon propos dans ce podcast. C'est un post Instagram qui expliquait justement que quand elle était adolescente, cette femme se cherchait pour justement essayer de trouver qui elle voulait être en tant que jeune femme, en tant que femme, de se construire, parce que la meilleure manière de se chercher, de se trouver, c'est de se chercher, et qu'à l'époque, elle justement, pour cacher, on va dire, son mal-être intérieur, son mal-être psychique, et elle se focusait surtout sur ce qu'elle renvoyait, sur son image, sur son apparence, et que du coup, elle avait vraiment un idéal, on va dire, féminin de comment est-ce qu'elle voyait la féminité, avec justement des femmes qui s'habillent avec des robes, qui portent des talons, tout ça. Et donc, c'était important pour elle de pouvoir juste porter ses robes et ses talons parce qu'elle aimait porter ça à ce moment-là, sauf que l'image que lui renvoyaient les adultes alors qu'elle était juste ado, c'est que c'était vulgaire et que ça la sexualisait et que du coup elle voulait, elle, de son prisme à elle, juste être jolie pour elle parce qu'elle cherchait juste une revalorisation personnelle, et on sait en plus que quand on est ado, le rapport au corps est compliqué, donc elle cherchait juste à avoir ce rapport au corps qu'elle puisse justement accepter en essayant de ressembler aux personnes qu'elle trouvait belles, par exemple dans les magazines, et que c'était une manière aussi pour elle de cacher justement son intimité de ce qui se jouait à l'intérieur d'elle en s'occupant, on va dire, plus de son intimité, on va dire, corporelle et physique, mais qu'elle a eu en effet des propos face à des adultes qui étaient terrifiants, comme justement ce qu'on peut entendre encore plein de fois, que c'est clairement un appel au viol, que si ça lui est arrivé, c'est qu'elle l'a bien cherché, t'as vu comment t'es maquillée comme un pompier, t'es habillée beaucoup trop court, toutes ces choses-là, trop moulant, tout ça. Et ce qui était intéressant dans ce post qui reprend ce que je veux dire dans ce podcast ici, c'est que finalement, ce qui est vraiment dérangeant dans cette manière de penser-là, c'est pas le fait que cette ado s'habillait comme ça, ce sont les regards qui la sexualisaient, en fait. Il est là le problème. C'est que tout ce qui tourne autour de la société va venir sexualiser la femme et va venir la faire se sentir honteuse, va venir la faire se sentir sale, la faire en sorte qu'on ait l'impression que le corps d'une femme est honteux et sale parce qu'il l'amène à un désir de sexualité, parce qu'il l'amène justement à ces regards douteux, et du coup on a l'impression que c'est nous le problème, donc ça nous fait nous sentir sales, que les désirs et que la sexualité féminine aussi, on a l'impression que c'est quelque chose de sale, comme si que justement on nous apprenait que notre corps, nos envies sexuelle, notre féminité qui passe par la sensualité, parce que n'oublions pas que la sensualité et la sexualité, ce sont des énergies qui font partie de l'énergie féminine à la base. Je vous ai fait tout un topo sur l'énergie féminine, ça fait vraiment partie de l'énergie féminine, et en fait c'est quelque chose qu'on va vraiment venir salir, qu'on va nous faire croire que c'est honteux, et que du coup à chaque fois qu'on se fait agresser, harceler, violenter, à chaque fois la faute est déportée sur la victime à cause de ça, et à cause de tout finalement cette éducation, on peut appeler ça comme une sorte d'éducation de la société, qui nous fait croire que c'est de la faute de la victime, que c'est la faute de cette victime qui doit être honteuse et qui doit culpabiliser parce que finalement c'est sale tout ce qu'elle représente au niveau de son corps, au niveau de ses désirs, au niveau de sa sexualité, au niveau de sa sensualité, et qu'il faut la pointer du doigt. C'est comme si que quand on était une femme, on n'avait pas le droit d'être habillée de manière, on va dire, moulant et court pour se faire plaisir, et que tout de suite c'était un appel à quelque chose, alors que non, c'est comme si qu'on pouvait pas parler de nos envies sexuelles, de nos désirs sexuels sans passer pour une allumeuse. C'est qu'il y a vraiment encore, et encore heureusement c'est en train de bouger je trouve, mais il y a vraiment encore, en tout cas on va dire vraiment des idées figées là-dessus, comme quoi chez un homme ça va être totalement normal, mais que chez une femme elle doit rester
prude, elle doit se cacher, elle doit pas parler de désir, de sexualité, sinon ça fait d'elle quelqu'un de sale, mais en même temps si elle est pas féminine, je mets des guillemets quand on dit ça, comme on l'entend, bah du coup elle rentre pas dans les critères de ce que la société attend d'elle en termes de on va dire de rendu d'image de la féminité. Et pour moi, ça pose un véritable problème. J'ai retrouvé, j'en profite juste là pour vous dire, c'est Claire des Lunes. .nous que d'où ce post justement où je me suis dit mais il faut que j'en parle parce que c'est exactement ce que je veux exprimer dans mon podcast. Donc déjà c'est important de remettre en contexte et de comprendre pourquoi est-ce que face à tout ça on se tait, pourquoi est-ce que face à tout ça est-ce qu'on ne réagit pas. Et bien parce que tout simplement on nous a appris, je pense on nous a appris à nous dire en fait c'est comme ça. Il y a vraiment cette notion et c'est pareil, c'est une autre vidéo au moment de la journée des droits de la femme qui m'a beaucoup interpellée et que j'ai reposté en story si vous me suivez sur Instagram, d'une autre femme qui témoignait en disant j'aimerais sortir justement de ce stéréotype où quand on est enfant et qu'un enfant justement un petit garçon va venir nous tirer les cheveux, va venir justement nous violenter, on va répondre du coup cette personne, elle fait ça parce que ce petit garçon, il te taquine, parce qu'il est amoureux de toi. Non, parce que du coup, ça vient banaliser les violences faites aux femmes sous prétexte qu'on est amoureux. Tout comme dans les films, ça j'en ai parlé plein de fois, tout comme dans les films, il y a un réel problème avec cette hype qu'il y a autour à chaque fois du bad boy, du gars toxique, des relations toxiques en règle générale aussi, du fuis-moi je te suis, où on a l'impression quand on est ado et jeune adulte qu'on se construit avec ça, que c'est vraiment la relation passionnelle, idéale, fantasmagorique de l'amour, alors qu'en vrai c'est quelque chose de totalement toxique et en fait on ne se tait et on réagit pas par rapport à tout ça parce que tout notre système éducatif relationnel, tout notre système de comment on voit la femme et les relations, comment est notre rapport au corps, à la sexualité, à la sensualité, et tout ça en fait est fourvoyé par tous ces petits messages subliminaux qu'on nous envoie, et donc du coup on nous apprend à ne pas réagir quelque part. Et il y a aussi après toute cette notion que du coup ça fait un cercle vicieux où en plus il y a cette notion comme je disais de culpabilité ou de honte, où aussi on va pas réagir parce qu'on se sent fautive, ou on va pas réagir parce que on va beaucoup minimiser ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de personnes aussi que j'accompagne qui clairement ont été victimes d'une agression sexuelle, qui ne mettent pas le mot dessus, qui vont se dire « Ah mais c'était pas si grave » ou « Ah j'aurais dû plus dire non » ou « Ah j'aurais dû plus montrer que j'étais pas d'accord et que j'avais pas envie » ou « Ah ça va, c'était quelques caresses, il n'y a pas eu pénétration, bon j'étais pas consentante mais bon c'est que des caresses ». Bah non en fait, c'est pas que des caresses, notre corps nous appartient et en fait il n'y a pas de notion de « c'est pas si grave » ou ok c'est bon c'est passé, je préfère passer à autre chose, même si c'est une manière de réagir au trauma, c'est une manière vraiment de réagir à ce qui nous est passé, mais il faut pas minimiser les choses et c'est quelque chose qu'on a tendance fortement à faire, que ce soit dans la société ou même en tant que victime, parce que encore une fois aussi nommer c'est faire exister et c'est ok parfois que ça soit trop dur de nommer qu'on s'est fait violer ou qu'on a été victime d'une agression sexuelle et du coup c'est pour ça que dans l'accompagnement je fais toujours ça avec douceur et que si je sens qu'il y a des résistances et que c'est pas prêt, du coup on n'y va pas, mais il faut déjà comprendre aussi que c'est dans, je dirais, le processus aussi de guérison et dans le processus d'accueil de ce qu'on a vécu. C'est normal parfois de ne pas savoir le nommer et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le nommer. Et il y a aussi cette notion aussi de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi que j'accompagne qui ont été victimes de viol et qui regrettent, qui s'en veuillent, qui sont dans la culpabilité de fou, de ne pas avoir été en capacité d'agir. Et j'ai fait tout un épisode aussi là-dessus, sur tout ce qui était... sortir de cette croyance que c'était notre faute quand on était une victime, parce que des fois en effet on est en incapacité de réagir parce que notre système nerveux pour nous protéger va venir nous figer, comme si que notre corps va se mettre en off, comme si qu'on allait se geler parce que notre système nerveux est
est persuadé que c'est la meilleure manière de survivre à l'instant T. C'est vraiment cette sidération, c'est ça qu'on appelle ça en termes neurologiques, on va dire, dans ce qui se passe dans notre corps quand on est face à un trauma. C'est la sidération qui est la réponse normale de notre corps face à une situation qui est anormale et où notre cerveau va se dire ok, on est clairement en danger, il y a quelque chose justement qui nous met en danger pour notre vie, donc on va tout simplement être figé pour être en survie dans la situation. Et il faut sortir aussi de ça, de cette banalité. Donc non, ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas su réagir. Et il faut sortir aussi de la banalisation et de la minimisation qu'on peut avoir sur les choses qu'on a vécues, que ce soit toi avec toi-même ou que ce soit aussi ton entourage. C'est-à-dire ne pas se dire ou ne pas te laisser entendre des gens te dire c'est pas si grave ou arrête d'en faire tout à plat ou je sais pas, tu l'as bien cherché, t'as vu comment t'étais habillée. Voilà, toutes ces phrases qui ont encore justement je dirais de la place encore dans notre société, encore une fois heureusement de moins en moins, mais qui vont déplacer la culpabilité sur la victime et qui vont en plus de déplacer la culpabilité faire ressentir à la victime une profonde solitude, parce que quand quelqu'un a vraiment été touché par une situation et se sent vraiment traumatisé et que on lui dit juste en face c'est bon, c'est pas si grave, tu sais, il t'a juste, je sais pas moi, il t'a juste embrassé de force, ah ça va, c'est bon, c'est juste un smack. Non en fait c'est pas juste un smack, elle voulait pas en fait, enfin tu vois, et c'est comme si que ça décrédibilisait aussi la victime de ce qu'elle ressentait, que ça décrédibilisait finalement la légitimité de nos ressentis, la légitimité de nos sentiments, la légitimité de ce qui se joue. Et c'est important justement de sortir de cette banalisation et de cette je vais pas y arriver, ça fait la 15e fois que je dis ce mot dans le podcast, il veut pas sortir, minimisation de ce qui se passe. Et donc, il y a aussi cette notion de se libérer des carcans, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est aussi systémique, et ça je vous en ai parlé dans tous les podcasts aussi sur l'énergie féminine, c'est que la femme, on va dire dans l'égrégore féminin, donc dans l'énergie collective, a vécu quand même beaucoup justement de violence, beaucoup d'injustice. Encore une fois, quand on remonte sur les droits de la femme, ça fait pas si longtemps que ça que nos droits sont actés et qu'on est considérés comme des individus. En fait, ça fait pas si longtemps que ça que la femme n'est pas rattachée à son mari, même que ce soit d'un point de vue financier. Encore une fois, moi aujourd'hui dans le métier que j'exerce, dans les femmes avec les femmes que j'accompagne, c'est encore maintenant que je croise énormément de femmes qui par exemple n'ont pas leur liberté financière, qui gagnent de l'argent en travaillant et qui doivent donner cet argent à leur mari et qui n'ont pas du coup cette autonomie, voilà c'est ça le mot que j'ai cherché, financière. Ça existe encore, on a l'impression que c'est quelque chose qui est révolu, mais c'est absolument pas révolu. Il y a énormément de femmes qui se sentent aussi coincées, qui sont frappées par leur conjoint et qui ont l'impression qu'elles ne peuvent pas partir parce qu'elles ont tout simplement cette peur, elles se sentent pas soutenues, elles savent pas où aller parce que justement généralement dans les relations toxiques comme ça, la personne a fait en sorte, et là je parle de violence physique, mais ça pareil pour avoir vécu une relation qui était très toxique, cette personne-là m'avait coupé par exemple de tous mes amis, et donc c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre que quand je parle de violence et de maltraitance, c'est pas forcément que physique, il y a aussi mental où il y a beaucoup de séquelles et qui sont aussi très dangereuses parce que ça se voit pas physiquement et ça a un impact tout aussi violent, et du coup ces personnes-là n'ont pas besoin d'entendre mais pourquoi est-ce que tu restes encore avec lui, mais parce que encore une fois, si la personne reste encore avec lui alors qu'elle vit tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui c'est trop compliqué pour elle de sortir de ce schéma-là et qu'il y a des choses à enlever, qu'il y a des choses à guérir, qu'il y a des choses à sécuriser surtout avant de pouvoir sortir de ces schémas-là. Et c'est comprendre que ces personnes-là, elles n'ont pas besoin d'être jugées parce que déjà, elles se sentent elles-mêmes honteuses, elles se sentent elles-mêmes, elles sentent bien à l'intérieur d'elles qu'il y a des choses qui sont pas normales et que ce qu'elles vivent, c'est pas tolérable, mais elles n'arrivent pas à en sortir. Donc déjà, elles culpabilisent elles-mêmes de s'infliger ça. C'est pas pour que l'extérieur le fasse aussi ressentir. Donc c'est vraiment sortir de tout ça et comprendre aussi en tant que femme que ça existe encore
encore toutes ces choses-là et que c'est pas juste, comment je vais dire, une sorte de mythe qui appartient au passé. Encore une fois, voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont, que j'accompagne, que je vois, hein, qui sont victimes d'agression ou qui l'ont été quand elles étaient enfants. C'est pareil, bon là ça pourrait faire l'épisode de tout un autre podcast, mais tout ce qui va être aussi inceste, tout ce qui va être violence faite aux enfants, il y en a énormément, enfin pour le coup moi c'est en effet la plupart des femmes que j'accompagne, ça s'est passé quand elles étaient enfants, la plupart s'en souviennent, des fois elles s'en souviennent pas pendant des années et d'un coup il y a le trauma qui remonte et c'est là où les souvenirs reviennent. Et faut savoir que la justice en France alors déjà pour s'occuper des femmes qui sont victimes de tout ce qui est abus ou agression, c'est vraiment pas au top, parce qu'en fait il y a moi il y a notamment une histoire qui m'a sidérée. C'est une femme qui a été battue et au bout d'un moment justement elle a griffé son mari pour se défendre tout simplement, et quand elle a osé porter plainte et qu'ils ont été en cours de justice, son mari le jour où elle l'avait griffé avait pris une photo et en fait elle a pas eu gain de cause parce qu'elle l'avait griffé aussi, donc il y avait eu entre guillemets acte de violence aussi envers lui, alors que ça n'avait proportionnellement rien à voir et que cette femme avait besoin d'être protégée. Ça n'a pas été le cas. Et pour les enfants, il y a plein d'enfants qui maintenant sont adultes, que j'ai suivis et qui pareil à l'époque, soit n'ont même pas pu porter plainte parce que c'était trop douloureux pour les parents de se dire qu'ils n'avaient pas réussi à protéger leur enfant d'un inceste ou d'une agression ou d'un abus, ou pour les parents qui ont eu le courage de venir protéger leur enfant et d'aller au front par rapport à ça, il n'y a pas eu pareil retour, on va dire, au niveau de la justice, parce qu'il n'y avait pas pénétration ou ce genre de choses. Et en fait il y a énormément de points noirs dans notre société par rapport à tout ça, ce qui fait que les victimes ne sont absolument pas considérées. C'est comme ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui dans les milieux des médias, où la plupart du temps on va venir accuser quelqu'un d'agression sexuelle et la première chose qui va en ressortir c'est encore une femme qui veut avoir de l'argent en parlant de ça, ou en mettant une plainte contre la personne. Enfin voilà, il y a vraiment pour moi encore énormément de travail à faire là-dessus. Et ce que j'avais dit aussi dans mon podcast sur la journée des droits de la femme, c'est que au-delà de tout ça que je vois moi quotidiennement, c'est que ce que je me rends compte en grandissant jour après jour et qui je trouve est absolument pas rassurant et qui est même triste, c'est qu'en fait les droits de la femme ne sont pas quelque chose de acquis. Encore une fois, ça fait pas très longtemps déjà qu'ils sont là comme nous on peut le connaître, hein. Finalement ça remonte vraiment à pas longtemps que nos ancêtres se sont battus pour ça. Et en fait il suffit d'un changement politique, il suffit d'un courant religieux, il suffit d'une montée conservatrice pour que tous les droits de la femme puissent être remis en question, peuvent disparaître. Il suffit de voir notamment par exemple l'avortement aux États-Unis. Donc voilà, c'est un exemple qui est vraiment très parlant. Et en fait ça veut dire que en tant que femme, au-delà de passer au-dessus de toutes ces barrières de la culpabilité et de la honte, il faut toujours aussi rester vigilante, comme si qu'on devait toujours défendre finalement ce qui est instauré aujourd'hui, en prenant conscience que finalement les droits en tant que femme ne sont pas des choses qui sont évidentes, parce qu'en fait à tout moment ça peut en effet revenir en arrière et tout refaire basculer. Donc c'est vraiment comprendre en fait que la femme ne doit pas être jugée par son corps physique, par sa manière d'être habillée, par le fait qu'elle peut engendrer de la vie ou non, par le fait qu'elle ait l'envie d'engendrer la vie ou non, parce que c'est pareil, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont critiquées sur le fait de vouloir avoir des enfants ou pas, ou de pouvoir avoir des enfants ou pas, tout comme il y a aussi des femmes, ça m'a choqué aussi, des histoires de femmes qui sont enceintes et qui ne vont pas avoir un travail parce qu'elles sont enceintes, et des fois ça arrive même d'autres femmes de rejeter une femme à cause de ça. Enfin moi ça me paraît totalement lunaire cette affaire. Enfin bon bref, c'est comprendre en fait que il faut passer au-delà
de ce qu'on essaye de nous mettre dans nos petites cases, et il est temps de nous libérer, de libérer nos droits. Parce que oui, on a le droit d'être en colère, oui, on a le droit de pleurer, oui, on a le droit d'être hypersensible, oui, on a le droit d'être sensuel, oui, on a le droit d'avoir des désirs sexuels, oui, on a le droit d'avoir envie de guérir, oui, on a le droit d'avoir envie d'aller encore plus loin que ce que nos ancêtres ont été dans le combat, oui, on a le droit de venir dénoncer, oui, on a le droit d'exister, oui, on a le droit d'être carriériste, oui, on a le droit de pas du tout avoir envie de faire de carrière et d'avoir envie par exemple d'avoir plein d'enfants ou d'avoir les deux en même temps ou d'avoir ni l'un ni l'autre. Oui, on a le droit justement d'assumer notre corps, d'avoir envie de le montrer, d'avoir envie de pas le montrer. On a le droit d'avoir envie de plaire, de pas avoir envie de plaire. On a le droit d'avoir tout simplement envie de montrer une femme forte quand on a envie, on a le droit d'être totalement dans notre vulnérabilité. On a le droit d'avoir envie de rentrer dans les critères de ce qu'on va appeler une femme attirante, comme on peut avoir envie et d'avoir le droit de ne absolument pas rentrer là-dedans bref, on a le droit tout simplement de se réapproprier notre féminité, de se réapproprier notre corps. Et en fait, ce qui, je dirais, est le plus dur là-dessus, c'est tout simplement oser. Oser en parler, oser parler de ce que tu as pu vivre, oser parler de ce que tu as pu avoir comme peur, cette peur d'insécurité aussi, j'en parle pas, mais le fait aussi que les femmes aient plus peur de sortir le soir que les hommes, c'est absolument pas normal. Et rien que là, déjà, il y a un problème, en fait, tu vois. Et c'est comprendre aussi et oser mettre des mots dessus et ne pas avoir peur de mettre et ne pas se sentir honteux de dire bah oui en fait moi je sors pas le soir parce que j'ai peur. En fait c'est aussi redonner la responsabilité à la société, de redonner la responsabilité au masculin massacré et redonner la responsabilité au patriarcat de ce qui s'est passé et de notre propre histoire individuelle, mais aussi de toute l'histoire collective de l'énergie féminine qui va aussi appuyer, parce que forcément il y a aussi ce qu'on a pu entendre par nos parents, nos grands-parents, toutes ces choses-là qui vont aussi ramener de l'insécurité, ramener parfois peut-être de la honte, ramener de la culpabilité, ramener des carcans, parce que même si dans notre génération à nous, on est une génération qui est beaucoup plus libérée, c'est pas le cas des grands-parents par exemple, donc forcément ça a pu avoir même encore aujourd'hui, un réel impact sur comment est-ce qu'on vit notre féminité et sur comment est-ce qu'on déploie cette féminité, on va dire, dans notre société. Or, c'est vraiment cette énergie féminine, cette énergie notamment aussi du cœur, mais aussi du chakra sacré, avec cette sensualité, cette sexualité féminine, qui sont des très puissantes. Et l'énergie féminine, on oublie à quel point ça peut être une énergie vraiment de transformation, une énergie de puissance, une énergie de liberté, une énergie de guérison. Et c'est vraiment important de se réapproprier cette énergie féminine, de se réapproprier son corps, de se réapproprier sa sexualité, de se réapproprier sa sensualité, de se réapproprier en fait tout l'archétype qu'on va mettre derrière le mot de l'énergie féminine, parce que c'est ça qui va nous permettre de réparer, de cicatriser et de vraiment reprendre possession de notre puissance. Donc c'est vraiment comprendre que tout ce qu'on vit a de l'importance, même si sur le papier ça te paraît pas grave, et si ça t'a touché, si ça te procure une émotion, si ça t'a procuré des séquelles, un trauma, ça l'est grave. Et en fait il n'y a pas de petit ou de grand abus ou de petit et de grand trauma. On a tous notre sensibilité, notre chemin, donc voilà, tout là où on en est a le droit d'être nommé pour exister, pour être guéri et être entendu, être accueilli, être respecté, être transformé. C'est comprendre qu'on n'est pas coupable d'être une femme, on n'est pas coupable de vouloir montrer notre corps, on n'est pas coupable d'avoir cette énergie en nous tout simplement qui circule. C'est les regards en face qui sexualisent, c'est les regards en face qui jugent, c'est les regards en face qui minimisent tout ça et qui nous font nous sentir honteuses et celles qui sont coupables. De comprendre que on a le droit de poser notre parole, comme je disais, sur tout ce qu'on a vécu, peu importe ce que c'est, qu'il n'y a pas de hiérarchie de trauma, qu'il n'y a pas de hiérarchie de blessure, et qu'on mérite en fait d'être entendu, on mérite d'être respecté, on mérite d'être aimé, on mérite d'avoir une présence dans qui on est, d'affirmer qui on est pour pouvoir guérir, pour pouvoir se guérir soi et pour pouvoir guérir aussi d'un point de vue communautaire et faire élever, je dirais, aussi les énergies d'un point de vue collectif. Et donc c'est important d'arrêter de minimiser tout ça, de reprendre sa place et de comprendre que c'est ensemble, en se soutenant dans les chemins,
qu'on va parcourir, qu'on va pouvoir justement se sentir moins seul, moins dans cette douleur, moins dans cette solitude, moins dans cette mise à l'écart pour pouvoir enfin se libérer. Tu sais qu'il y a la retraite, l'éclosion des déesses qui arrive là incessamment sous peu, c'est le week-end du printemps de Ostara, le 22 et 23 mars qu'on organise ça avec Héloïse, avec mon amie Héloïse. Par rapport à cette retraite, on est revenu sur plusieurs choses par rapport justement au retour que j'avais. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous plaisait de ouf ce thème et que vous avez vraiment envie de travailler votre énergie féminine parce que vous sentiez qu'il y avait des blocages et que aussi, voilà, comme je disais, au-delà d'un travail personnel, c'est un travail aussi qu'on fait sur nos ancêtres et un travail qu'on fait aussi sur le collectif, mais que 2 jours c'était compliqué pour vous de pouvoir vous libérer pendant 2 jours. Donc avec Hello, on a décidé de scinder les 2 jours en 2 et de vous proposer de vivre la retraite en faisant des jours de manière dissociée. Donc c'est-à-dire que si tu as envie de vivre la retraite en entièreté, c'est toujours possible. Samedi et dimanche, on a fait en sorte de faire des outils de transformation qui sont bien différentes entre le samedi et le dimanche pour que même si tu vives les 2 jours, il n'y ait pas de redondance et que ce soit toujours une expérience justement qui soit transformante. Mais on a par contre, si tu prends la retraite sur les 2 jours, enlever les repas, donc on part sur une formule auberge espagnole pour pouvoir tout simplement mettre le prix plus accessible aux personnes et donc ça fait descendre la retraite sous la barre des 300 €. Mais si tu peux être là que le samedi ou que le dimanche ou que même financièrement pour toi c'est plus facile d'être là que sur un jour que sur les 2 jours, sache que du coup, tu peux venir soit le samedi, soit le dimanche vivre la retraite, que ça t'amènera énormément de transformation aussi parce qu'on a revu du coup le planning pour vous permettre de pouvoir vivre la retraite et avoir aussi cette intensité de guérison même en venant sur un jour. Et donc là on est à 150 € la journée. De toute façon je vous mets toutes les infos de la retraite là dans la description du podcast si vous avez envie de nous rejoindre. Franchement ça va être une retraite qui nous met énormément en joie parce qu'on sait que ça va être quelque chose de très puissant et on a vraiment hâte de se connecter à cette énergie féminine et à venir ouvrir je dirais ce champ de guérison et je ressens déjà toute cette énergie, tous ces archétypes qui vont nous accompagner pour vraiment procéder à une réelle guérison personnelle et collective. Donc voilà, donc c'est possible. Maintenant, on a mis tout, j'ai envie de dire, on a mis tout ce qui est en notre possible pour que ce soit accessible pour vous et que vous puissiez nous rejoindre et que vous n'ayez plus de freins et d'excuses pour ne pas venir. Voilà. En tout cas, merci pour ton écoute. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. À très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.